qui a envie de manger de la dinde un mois avant Noël? Personne. C'est bien bizarre. C'est bizarre. Ouais. Je sais pas, même à Noël, c'est pas toujours. Il y a pas... Non, mon taux de conversion de dinde à Noël, c'est pas fort, moi, chez nous. Pas vrai? Non. C'est vraiment pas une tradition. Quand j'en mange, c'est l'exception. Nous, ça fait partie de la tradition, là, mais chez nous, il y a 2 incontournables. Moi, je vais à la boucherie dans les semaines précédant Noël, puis je demande la plus grosse dinde Ça, c'est Martin, ça. possible. Parce c'est quand même un gros party. Non, de Noël vous êtes qu'on a. juste 2. C'est juste pour flasher. Juste pour la voler aux autres. On Mettre sur le Instagram. On reçoit toujours comme 35 personnes, là, mais je demande la plus grosse dinde disponible. Et ma femme fait une tourtière du Lac-Saint-Jean qui est absolument exceptionnelle. La vraie affaire, là. Oui, c'est la vraie affaire. Alors, c'est incontournable, mais c'est vrai qu'un mois avant... Mais quelle idée. Parce que je l'ai déjà dit, moi, je trouve que c'est tellement... La Thanksgiving, c'est tellement une bonne idée. C'est juste ça qui accroche. Et je le répète, je l'ai déjà dit, ça, mais ça nous manque un jour férié le jeudi. C'est toujours le lundi, le jour du souvenir, le mardi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Le jeudi. Ouais. Ça, c'est une bonne journée pour tomber en congé. Ça fait un bon week-end. Exactement. Oui, c'est très habile. Très habile. C'est Très très important aux États-Unis, d'ailleurs. Et, c'est comme le gag de Jay Onrait, le Sports Center à TSN. Exactement, qui dit la Thanksgiving américaine, ou comme on l'appelle au Canada, je l'ai vu. jeudi. Et voilà, c'est ça. Gascon est aux États-Unis, on lui a demandé là, de se faire inviter chez des gens pour, je sais pas si, on verra. Mais une dinde, c'est bon. Mais si tu vas dans plusieurs parties de Noël et tu te ramasses à avoir de la dinde 3 fois, là, c'est un peu beaucoup. Là. C'est ça. Moi, quand j'y arrive, c'est parce que je suis dans mon 3e party où je vais pas où je suis pas invité souvent, puis là, j'y ai droit. La tourtière plus, ça, il y en a. Mais la dinde... Mais du Lac-Saint-Jean. Non, c'est pas la vraie... La tourtière classique, c'est quelque comme chose. Un pâté, ça aussi, on en a, mais la tourtière du Lac-Saint-Jean, tout le monde se l'arrache. J'imagine. D'ailleurs, c'est comme le 2 janvier, là, s'il en reste... Je vous en apporterai. Les gars. On fera une dégustation. Demande à ton épouse d'en faire 2, puis... Mettre ça ici. Il y a des micro-ondes. On a des micro-ondes. On a tout ici. On a tout. OK, aujourd'hui, de la bonne garde de but, voici Texier. Parce que là, je fais une parenthèse, vous nous écoutez pendant le match, peut-être, contre les Golden Knights, parce que c'est ça. Même après. Thanksgiving, au mieux pendant le match, même après, mais Thanksgiving oblige, le match est à 16h, alors peut-être qu'Alexandre Texier est là, peut-être, on va supputer là-dessus. Et l'air asphyxiant du Colorado, c'est tellement hockey, épisode 444. Journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Marc-Antoine Godin. Bonjour, Marc-Antoine. Bonjour, messieurs. Bonjour, Marc-Antoine. Et il est votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Bonjour, Martin. Bon vendredi, messieurs. Bonjour, Martin. Bonjour, les amis. Bonjour. Je m'appelle Alexandre Coupal. Oui, ça l'aide la profondeur. C'est un joueur qui a de l'expérience. Il amène de la robustesse. On va voir où est-ce que ça va aller, mais je suis content qu'on a été le chercher. Si tu étais déçu, vous étiez déçu. C'est sûr. Êtes-vous prêts pour 45 minutes de contenu sur le spécial Samuel Blais? C'est assez fascinant cette semaine quand le Canadien l'a réclamé au balotage. J'ai eu dans les 5 minutes suivantes plusieurs messages d'auditeurs qui disaient « J'ai hâte au prochain épisode! » Et là, ça m'inquiète parce que je me dis, est-ce que les gens écoutent juste les niaiseries qu'on se dit, juste les balivernes qu'on fait? Ou ils attendent juste le contenu gratuit à Coupable. Jacques-Alexis fait un montage en fonction que ce soit les bouts intelligents sont faciles à sauter. C'est pensé. Non, mais on n'a pas eu un échange de textos prémonitoires aussi? Parce qu'on rigolait quand, par texto, on s'entend quand... Quand tu étais placé au balotage. On se dit, si... ça, c'est nous autres, en texto. Si... C'est Marc-Antoine qui a dit, je ne serais pas surpris qu'il le réclame. Et c'est arrivé. Oui. Alors, si vous voulez prédire, si vous voulez connaître l'avenir, lisez les textos, nos textos d'équipe. Bon, on est... c'est ça, voilà. Donc, le spécial Samuel Blais, c'était ça.
Ah oui, hein? Ben là, on est content. Je disais à une collègue, comme c'était supposé d'être. Mm-hmm. C'est ça que c'était supposé d'être. Alors, tout est revenu à la normale. Tout est retombé en place. Ben, je suis certain qu'on va le revoir à Montréal bientôt. Bientôt? Oui. Ah ouais? Je serais pas... En fait, dans la situation actuelle avec déjà Alexandre Texier qui est dans une position où il attend son tour, peut-être l'aura-t-il aujourd'hui, mais le Canadien est en voyage et a un attaquant de trop. Mais au retour de l'équipe à Montréal, je serais pas surpris qu'il y ait une petite inversion, genre peut-être un Jared Davidson qui redescend à Laval, qu'on amène Samuel Blais pour faire un boulot qui est semblable un peu, mais qui permettrait à Davidson de jouer davantage. Mm-hmm. Puis aux Canadiens de se vieillir un petit peu, parce qu'on regarde le match contre l'Utah, il y avait 6 recrues en uniforme. À un moment donné, là, c'est correct d'aller chercher un petit peu d'expérience, c'est pas de trop. C'est quand même... et dans les circonstances, l'équipe a eu une deuxième période absolument atroce, là, mais dans les circonstances, c'était déjà l'équipe la plus jeune. Est-ce qu'ils sont passés en bas de 20 ans là, en moyenne d'âge? Ils sont rendus parmi les équipes moyennes de la Ligue canadienne de hockey. C'est le Canadien junior de Montréal. Dans le junior majeur, ce serait une des plus vieilles équipes. Ouais. Absolument. Ils vont viser la Coupe Memorial. Mais blague à part, c'est ça, là. Quand même, après le match contre Toronto, on disait il manquait beaucoup de joueurs à Toronto, mais je trouve que ça illustre que c'est ça. Il y a quand même, on est quand même en pleine adversité là, aussi au niveau d'habiller des gars ou au niveau des corps dans le vestiaire. C'est assez éloquent. Ben, ce qui est éloquent aussi, c'est quand tu regardes la répartition du temps de jeu. Le Canadien, c'est pas qu'il y a une liste interminable de blessés, mais c'est des joueurs qui avaient un rôle quand même assez significatif au sein de l'équipe, puis qui font en sorte que leur absence fait en sorte qu'il y a beaucoup de pression qui est mise, surtout à l'heure où Martin Saint-Louis essaie de replacer son équipe sur les rails. Beaucoup de pression est mise sur les mêmes joueurs. On a déjà parlé à ce micro de Nick Suzuki puis du fait qu'il jouait beaucoup. Ben là, ça a continué en Utah. Et puis, je m'attends à ce que ce soit la même chose également face aux Golden Knights puis à l'Avalanche du Colorado. En défense, Mike Matheson est utilisé à répétition. Alors, en troisième période du match contre l'Utah, Martin Saint-Louis a réduit son banc. Il jouait pratiquement à 3 trios puis à 2 paires de défenseurs pour la majorité de la période. Alors, ça, je trouve que c'est quand on voit des manœuvres comme celle de Texier puis rapatrier Samuel Blais, c'est d'essayer de trouver des mesures peut-être temporaires, là, on se comprend, mais qui vont faire en sorte que l'entraîneur va pouvoir avoir un peu plus de munitions pour pour ne pas avoir à toujours s'en mettre au même gars. Parce que c'est sûr que c'est ses meilleurs éléments, mais Suzuki, aussi encourageant ce soit de le voir retrouver son élan. Il a l'air d'avoir... Il patine avec plus d'aisance. Là. Ouais, c'est ça. Son échymose... ça va mieux de ce côté-là. Ouais. Puis, mais tu peux pas non plus en demander trop au même gars constamment. Ouais. Et c'est ça. Tu as besoin... Il va en arriver d'autres. Il y a d'autres blessures qui vont arriver éventuellement. Il faut avoir un peu de profondeur. Et on entre dans la période... bientôt, on va appeler dans ce que j'appelle les Dog Days of Winter. C'est la période de la saison où l'adrénaline, l'excitation du début de la saison est dans le rétroviseur. Là. Tout le monde est fébrile, ça commence, on a de grands espoirs et tout ça. Et là, on entre dans la période du calendrier où tu ne vois pas le bout du tunnel, où il y a beaucoup de matchs qui se succèdent, puis il faut être constant et tout ça. Et il y a beaucoup de jeunes joueurs. Et souvent, les jeunes joueurs frappent un mur durant cette période-là. Fait que d'avoir des gars qui ont du vécu de la Ligue nationale, qui ont vécu ça, qui ont une certaine constance, on ne s'attend pas à des miracles de leur part, on ne s'attend pas à les voir transporter l'équipe, mais juste faire leur travail correctement, faire en sorte que ça fait pas mal à l'équipe, permettre aux joueurs qui sont surutilisés de ne pas être handicapés par des jeunes qui frappent un mur et tout ça. Puis aussi, le Canadien est en train de développer. Des gars comme Jacky sont encore en plein développement. Là. Idéalement, la direction du Canadien a toujours privilégié de donner beaucoup de minutes dans la Ligue américaine plutôt que de jouer un rôle sporadique dans la Ligue nationale. Fait que peut-être que ça ne durera pas dans le cas de ces joueurs-là. Donc, je comprends qu'on peut s'attendre à un peu de va-et-vient. Là.
Oui. Et pour le mieux. Ben, tu penses ça aussi que Blais, on va le voir plus tôt que tard? Je serais pas surpris. Oui, c'est ça. Pas surpris. Ouais. Alors, il y aura de la circulation nord-sud dans la grande région métropolitaine. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Sur le pont Papineau, il va y avoir un code rouge sur Papineau. Non, mais ça nous fait changement de... Parce que je ne vais pas faire l'analogie de la ligne orange, donc non, c'est ça. Ça nous fait changement. C'est déjà devenu un peu un cliché c'est ça. usé. Oui. Mais c'est que 10 ans, le Rocket, déjà, ça se peut-tu plus que ça? Est-ce que ça se peut? Non, ça fait moins de temps que ça, quand même. Écoute, on n'est pas loin. Je pense que c'est genre le 10e anniversaire. Si c'est genre l'an prochain, en tout cas. Bref, j'allais dire, c'était un match particulier contre le Mammouth. Tout le monde dit le Mammouth, hein, j'ai remarqué après qu'on en ait parlé. Là. Le Mammouth, ça sonne drôle. Oui, puis les Mammouths, c'est... Oui. Enfin. Mais bref, énième parenthèse sur le Mammouth cette saison. Quel match bizarre. C'est une première période là, où est-ce qu'on se disait, bon, la chaîne est rembarquée, puis non, attention! La deuxième période, exactement le contraire. Ça ressemblait à une victoire du Canadien du mois d'octobre. Ouais, c'est vrai. Une deuxième période un peu plus... Absolument. Puis là, opportunisme total. Puis on essaie de réunir nos effectifs puis se retrousser les manches en troisième période pour pouvoir capitaliser. Il y a quand même eu du jeu discipliné en troisième période, une performance encourageante de Jacob Dobèche. Je trouve ça intéressant dans le contexte d'un 2 matchs en 24 heures et même en 23 heures en fin de semaine. D'habitude, la perception, c'est que tu vas donner le premier de tes 2 matchs à ton gardien numéro 1. Alors là, c'est Montembeault qui affronte Vegas, puis Dobèche demain face au Colorado. À la machine de la mort. Ouais, mais là, c'est ça, c'est que tu envoies un peu le gardien qui vient de te donner. Tu sais, je comprends là, que Dobèche aura joué 2 matchs sur 3, fait qu'il est comme favorisé pour l'instant. Mais il vient de donner quand même une très honnête performance face à l'Utah, puis tu l'envoies à l'abattoir parce que quelles sont les chances du Canadien? C'est nul. On va y venir plus tard là, dans l'épisode. À peu près 75%. Mais c'est souvent ce qui arrive, en fait. Quand on condamne une équipe, c'est à cause de la surprise. Parce que l'Avalanche va jouer avec les chandails des Nordiques. Mais non. Psychologiquement. Je fais une blague, là, mais moi, j'ai très, très hâte. S'il y a un match, ça m'arrive pas souvent de faire un X sur le calendrier pour un match que j'ai particulièrement hâte de voir. Là. J'aime voir tous les matchs, mais celui-là, je trouve que c'est une mesure, une unité de mesure extrêmement intéressante. Là. Et un test pour une jeune équipe où il y a beaucoup de blessures aussi. Là. Et on va y venir, mais je veux juste vider cette question-là parce que là, Jack, tu pourrais ajouter une musique là, pas dramatique, là, mais c'est ça, là, c'est une controverse. Je pense que c'en est une. C'est une controverse de gardien de but. Enfin. Ben, je trouve que c'est difficile de ne pas être d'accord avec ce que Marc-Antoine vient de dire. Surtout dans le contexte. C'est quoi? C'est 2 performances au-dessus de 900 pour Dobèche de suite. 2 victoires de suite. Il y a un contexte où est-ce qu'effectivement, il y a un match. On dit toujours le match que tu peux gagner. Enfin, le match qui semble le plus accessible entre Vegas et Colorado, c'est celui de Vegas. Mais vas-y all-in pour celui-là. Ouais. Puis là, au Colorado, c'est parce que tu as tout à gagner. Si au Colorado, Montembeault joue sur la tête, ben là, tout le monde est de retour là, avec un niveau de confiance. Alors que là, c'est facile d'envisager que, mettons que Montembeault a un match ordinaire, puis Dobèche peut pas faire plus que ce qu'il peut contre Colorado. On se retrouve avec le scénario inverse, non? Allez! Non, écoute, moi, je trouve pas qu'il a mal joué ses cartes. En tant qu'entraîneur, là, écoute, tu veux jouer... On va parler de l'Avalanche tantôt, mais c'est l'équipe dominante de la Ligue nationale présentement. Okay. Comme entraîneur, tu veux que ton équipe performe bien. Tu veux te servir de ce match-là comme unité de mesure. Dire où sommes-nous rendus? Tu veux t'en servir quand tu vas parler à tes joueurs après. Voici ce qui s'est passé dans ce match-là. Voici ce qu'ils font bien. Ils sont favoris pour gagner la Coupe Stanley. Voici où on se situe. Et tu veux mesurer, tu veux donner, la meilleure chance possible à ton équipe de gagner. Dobèche, c'est quoi? Il est 8-2-2, 8 victoires, 2 défaites, 2 en prolongation depuis le début de la saison. Oui.
c'est lui qui a le... C'est ton meilleur gardien. Tu veux jouer contre la Ouais. meilleure équipe avec ton meilleur gardien. C'est ça, je pense pas qu'il a mal joué. En fait, c'est qu'en même temps, tu peux justifier ça de toutes les manières. Tu regardes, selon la logique de Martin Saint-Louis, d'envoyer Montembeault face au Golden Knights, c'est que si ton objectif, c'est de réparer Montembeault, parce que je maintiens que le Canadien a besoin qu'il retrouve la forme s'il veut aller où que ce soit cette année, ben si tu attends de l'envoyer devant le filet face à un adversaire qui est en ce moment terrorisant puis que ton équipe est fatiguée, tu lui donnes pas les meilleurs outils pour pouvoir se replacer. Puis Jean-François Houle, autant il y a des entraîneurs qui disent ben t'envoies ton numéro 1 lors du premier match d'un programme double. Jean-François Houle me disait à l'époque avec le Rocket de Laval à propos de Caden Primo, il dit moi j'ai tendance à... Il dit ça se peut qu'il joue les 2 matchs, mais il dit, j'ai tendance à vouloir utiliser mon numéro 1 dans le deuxième match parce qu'au lieu de dire j'ai une équipe fatiguée, on a moins de chances de l'emporter, c'est d'autant plus important que ton gardien de confiance se dresse quand le reste de l'équipe est moins en forme. Puis que tu es un adversaire, tu deviens plus vulnérable. Au moins, si ton gardien de but de confiance est là puis peut améliorer tes chances de gagner, t'en profites. Fait que peut-être que Martin Saint-Louis a calculé de cette façon-là aussi. Ce qui tomberait sous le sens et ce qui, c'est ça, c'est une attitude de gagnant. Donc, on n'est pas assez proche d'une controverse, mais... Juste dans ta tête. Finalement, mais c'était... Prochaine fois, il y en a... Mais je trouve ça fascinant à quel point... Je me suis fait poser la même question hier que tu soulevais, puis je trouve ça fascinant à quel point la situation des gardiens est toujours décortiquée. Pourquoi lui, puis pourquoi pas un autre? Ouais. Écoute, c'est ça, c'est Montréal. Ouais. C'est comme ça. Il y en a même qui disaient voyons, Dobèche gagne, faites-lui jouer les 2 matchs. Ben oui, on va le jouer jusqu'à temps qu'il tombe à moitié mort. L'autre n'aura pas joué depuis pendant un mois. Puis on va lui demander de sauver l'équipe. Tu peux pas faire ça. Bon, OK. Parlons-en des Nordiques. Moi, j'haïs ça. On a déjà parlé ici. Là. Je trouve ça irrespectueux. Mm-hmm. Ces manœuvres marketing de ressortir les... Hey, ces gens, vous leur avez volé leur équipe. Ben, volé. Ils l'ont payé, là, mais quand même. Vous leur avez enlevé leur équipe. C'est pourquoi là, vous voulez en rajouter? Mais donc, on aura droit à... Moi, je vais aller voir ce match-là à Québec. Fait que j'irai voir si les gens de Québec sont vraiment insultés ou non. Est-ce que tu fais le voyage spécifiquement pour valider ou invalider cette thèse? Non, ça se peut très bien que je décide de ne pas regarder le match. J'ai d'autres choses. J'ai plein d'affaires de prévues, mais c'est une hypothèse. C'est une hypothèse d'aller regarder ce match-là au milieu des gens de la vieille capitale. Mais non, il y a peut-être Écoute, il y a certainement une motivation mercantile derrière. Mercantile. Sauf qu'en même temps, c'est l'image d'avoir le rouge et le bleu, le fleur-de-lysée contre le CH, de retrouver cette imagerie-là. Ouais. C'est quand même intriguant. C'est du toc. C'est pas vrai. Enfin, Jacques-Alexis, on a un membre de Québec là, dans l'équipe. Jack, il dit qu'il est d'accord avec moi. J'ai entendu une entrevue qui a été donnée quand ça a été annoncé à la fin du mois d'octobre là, que l'Avalanche, pour célébrer son 30e anniversaire, elle a disputé quelques matchs avec les chandails des Nordiques. Et l'ancien directeur des communications des Nordiques et de l'Avalanche, Jean Martineau, a donné une entrevue à une station de Québec. Et est-ce qu'il est de retour? C'est drôle parce que tu parles de lui parce que je m'interrogeais sur son sort récemment. Je ne me rappelle pas pourquoi. Parce qu'il était allé habiter. Il avait travaillé pour eux longtemps. Oui. Il a continué. Il était dans le groupe là, qui était parti. C'est ce qui était parti. Puisque je t'ai déjà interrompu, pourquoi j'ai une fascination pour Jean Martineau? Parce que c'est le seul, corrige-moi si je me trompe, directeur des communications qui a son nom sur la coupe. Et c'est la seule chance qui, moi, me reste. OK. Alors, fin de la parenthèse. C'est beau. Donc, Martineau à la radio. Alors, c'est ça. Jean Martineau a raconté que Pierre Lacroix, qui était le directeur général des Nordiques à l'époque, qui est devenu président, avait toujours mis l'accent sur le fait qu'il fallait continuer à perpétuer la mémoire des Nordiques, à rappeler ce souvenir-là, et que c'était tout aussi important aux yeux de Joe Sakic. Il a dit qu'il avait participé, qu'il avait été impliqué dans cette initiative-là cette année, et que Joe Sakic, qui est le président actuellement, qui a joué à Québec,
tenait, pour ce 30e anniversaire-là, à ce qu'il y ait des chandails, des Nordiques qui soient utilisés. Et il a même raconté, et ça m'a fait tomber en bas de ma chaise, il a raconté que Joe Sakic avait personnellement téléphoné chez le Canadien. Il avait pris le téléphone, il avait appelé pour dire l'Avalanche va jouer le 29 janvier à Montréal et on aimerait ça jouer avec les chandails des Nordiques. Et il a affirmé que le Canadien n'avait jamais rappelé. Ça m'a... Mais ça rappelle pas fort chez le Canadien en général. C'est pas la première fois que, il me semble... Des fois, on attend longtemps. C'est quand même... C'est pas des rappeleux. Et ça, honnêtement, ça m'a surpris. Ouais. Ça enlève... Non. Écoute, moi, ce genre d'affaires-là, le 3e chandail, puis on change de chandail, puis tout ça, j'ai aucune émotion par rapport à ça. Mais il me semble qu'aux amateurs de hockey d'ici, là, ça aurait donné un petit frisson de voir les chandails des Nordiques sur la patinoire à Montréal. Ça aurait été un clin d'œil le fun, mais ça m'a vraiment surpris. Et là, il s'est fait questionner. Martineau, voyons donc. Et Jean Martineau a dit dans cette entrevue-là, là, je ne peux pas le citer exactement, je le paraphrase, mais il a dit « Le Canadien s'est toujours opposé à ce que le hockey à Québec s'émancipe aussi. » Alors, Non, mais là, on nous dit le contraire, mais c'est pour les caméras. C'est ça. Mais c'est surprenant. Apparemment, on me dit que dans les bureaux du Canadien, ils ont perdu le mot de passe pour avoir accès à la boîte vocale. C'est pour ça que... Ah, c'est ça. C'est pour ça que ça rappelle pas. Je continue de dire que tu peux honorer la mémoire des Nordiques, mais c'est pas une raison pour jouer avec les chandails. Enfin. Mais au-delà de ça... mais comment tu vas le faire, honorer la mémoire des Nordiques, si tu fais pas ça? Un cadre, là. Les gens en parlent des Nordiques à cause de ça aussi, en ce moment. Puis je pense que Joe Sakic, s'il y a un attachement émotif par rapport à ça, c'est sûr que le lien aujourd'hui, 30 ans plus tard, entre l'Avalanche et les Nordiques, c'est n'importe quoi. Puis ils sont à peine, ils sont détenteurs de la marque des Nordiques. Je crois bien. Je pense pas que ce soit la Ligue nationale, mais l'Avalanche. Mais ils peuvent le porter, on peut le justifier plus que n'importe quelle autre équipe qui porte ces couleurs-là, d'accord. Mais c'est surtout que un porte-étendard comme Joe Sakic, en remettant ces couleurs-là de l'avant, en rappelant la mémoire des Nordiques, ben c'est de rappeler à tout le monde qu'il y a déjà une équipe là. Mm-hmm. Puis c'est un marché de hockey. Puis on vous oublie pas. Je pense que c'est facile d'être cynique par rapport à ça. Puis j'aime croire qu'il y a d'autres motifs, un brin plus noble, qui sont dans la tête et dans le cœur de certaines personnes, dont Joe. C'est pas impossible. Les Hurricanes le font. Ils jouent avec les chandails les anciens chandails des Whalers, des fois, tout ça. Mais... Est-ce qu'ils mettent le Brass Bonanza? Mais honnêtement, le chandail des Nordiques est plus beau que celui de l'Avalanche. Oui. Et celui... Oui, absolument. Je pensais que tu allais dire que celui des Whalers. Puis celui des Whalers est quand même un peu plus beau que l'Avalanche. Un peu plus beau que celui de l'Avalanche. Que celui des Hurricanes, c'est barouette. Oui. Ça, c'est-tu n'importe quoi. Bon, je pensais pas qu'on ferait si long sur la guenille, mais regarde. Le pire logo de l'histoire du sport professionnel. Pourquoi pas? C'est une tornade, as-tu remarqué? Oui. OK, non. Au-delà de ça, là, ce sera pas de la tarte. Non. C'est genre la meilleure équipe de la Ligue. Notre collègue chez Sportlogic, Mike Kelly, que j'estime, t'es brillant bonhomme, faisait remarquer que là, à la suite de la victoire de l'Avalanche mercredi, ils en sont rendus à 10 victoires consécutives. Oui. C'est 3 blanchissages de suite. De suite, c'est incroyable. Une seule défaite en temps réglementaire en 23 rencontres. Puis la seule défaite qu'ils ont eue est survenue dans un match où ils ont dominé l'adversaire 33-18 au lancer, puis 18-8 sur les chances de marquer dans l'enclave, ou les tirs de l'enclave. Fait que, tu sais, c'est un rouleau compresseur à l'heure actuelle. C'est une équipe qu'on a toujours bien connu leur force de frappe offensive, mais c'est en plus une équipe qui est devenue plus dédiée défensivement, qui a comme appris des leçons de ses revers en séries éliminatoires. L'année dernière, ils ont procédé à quelque chose qu'on voit très rarement, c'est-à-dire un changement des 2 gardiens de but. T'sais, ils ont complètement reconfiguré leur tandem devant le filet. C'est fou, ça. Puis, et ça a marché. Ça a marché. C'est surtout ça. Ça a marché. Ouais. Puis là, tu as le retour de Gabriel Landeskog, les leaders spirituels de leur équipe.
Brent Burns qui s'ajoute à tout ça. C'est vraiment intéressant comme équipe. Puis, on n'octroie jamais la Coupe Stanley au mois de novembre, mais ils se placent comme candidats. Là, en ce moment, sont dans une classe à part. Ils ont un différentiel, après 23 matchs, de plus 46. Okay? C'est un rythme d'une saison de plus 164. Puis je suis retourné voir un peu dans l'histoire quel genre d'équipe a réalisé ça. Et c'est la dynastie du Canadien des années 70. Là. Plus 163 en 75, 76 lors de la première coupe. Le Canadien avait fait plus 216 en 76, 77. Ça, c'est le record absolu de l'histoire du hockey. Et plus 176 en 77, 78. Et il y a quelques années, quand les Bruins ont eu leur saison historique de 135 points, souvenez-vous, là, c'est la plus grande récolte, ils avaient fait plus 127. Alors là, l'Avalanche était sur un rythme de plus 164. Ça va peut-être s'effriter en cours de route, mais c'est pour montrer à quel point ils sont dominants dans ce quart de saison-là. Une défaite en temps réglementaire après 23 matchs, c'est seulement la 3e fois dans l'histoire que ça se produit, dans l'histoire moderne. Donc, depuis 1967, les Blackhawks de Chicago en 2012-2013 avaient fait 20 victoires, aucune défaite, 3 défaites en prolongation. Et les Flyers de Philadelphie en 79-80 avaient fait exactement la même fiche, 17-1-5. 5 matchs nuls parce qu'il n'y avait pas de prolongation à l'époque. Alors, c'est quand même... C'est de ce niveau-là. C'est vraiment... C'est pour ça que je dis le X sur le calendrier. Puis pour un entraîneur, tu veux voir ton équipe, ta jeune équipe, vivre ce genre de match-là pour pouvoir mesurer où on est rendu, pour pouvoir te servir de ça par la suite. Nathan MacKinnon a son meilleur début de saison en carrière. Il a quand même une pas pire carrière depuis le début. Alors, c'est ça. Puis Marc-Antoine parlait de Gabriel Landeskog. Je trouve ça fascinant. Je pense qu'on a déjà parlé de ça au fil des ans. Ça fait plusieurs années. Il y a des sujets des fois qu'on revient. Il y a un livre qui s'appelle The Captain Class, qui a été écrit par Sam Walker, que beaucoup de gens dans la Ligue nationale ont lu. C'est sur le leadership dans le sport. Et je résume ce livre-là en 20 secondes. Sam Walker a fait le tour des plus grandes dynasties de l'histoire du sport, et pas juste au hockey, de l'histoire du sport. Équipe de Hongrie au soccer dans les années 50, équipe féminine de volleyball cubaine, etc. Il y a une équipe de hockey dans sa liste des plus grandes dynasties de tous les temps, c'est le Canadien des 5 Coupes Stanley. Et il a trouvé le point commun qui fait ressortir dans son livre, c'est que toutes ces dynasties-là ont commencé avec l'arrivée d'un grand capitaine et sont mortes avec le départ. Ou sont mortes avec le départ d'un grand capitaine. Et il trace des points communs entre ces grands capitaines-là. Et je trouve ça fascinant que l'Avalanche, qui a perdu son capitaine immédiatement après avoir soulevé la Coupe Stanley, connaisse une montée en flamme comme ça avec le retour en début de saison de son capitaine, et Marc-Antoine disait leur leader spirituel. Et c'est ça, dans ce livre-là, Sam Walker expliquait que les grands capitaines de ces grandes équipes-là n'étaient pas le meilleur joueur de leur équipe. T'sais, on a tendance dans la Ligue nationale à dire « T'es une super vedette, c'est toi le capitaine ». Et il y a Pelé qui explique dans ce livre-là, qui dit « Moi, si j'avais été capitaine de l'équipe du Brésil, en même temps, ça aurait été insoutenable. Là. J'avais apporté l'attaque et tout ça, puis j'étais content d'avoir quelqu'un qui se chargeait de ça. » Alors, il décrit un peu le capitaine comme étant, qui a une tête forte, qui affronte l'entraîneur quand il y a des choses pas correctes qui se font aux yeux des joueurs, ou qui affronte même la direction, qui prend des positions publiques, mais qui est un gars qui est un bon joueur, mais qui n'est pas la super vedette de l'équipe, et qui est un gars qui est au service, qui se met au service de ses coéquipiers pour que ça fonctionne. Et Landeskog, tu regardes ça, c'est pas le meilleur joueur de l'Avalanche. L'Avalanche est le meilleur défenseur au monde, MacKinnon, qui est un des meilleurs attaquants au monde et tout ça. Mais je trouve que ça cadre un peu avec la trame narrative de ce livre-là. Je trouve ça intéressant. Est-ce que je dévie, mais est-ce que Suzuki est-ce que Nick Suzuki a de la graine de? Hein, c'est important de mettre les articles aux bons endroits. Non, mais ça c'est.
Ça s'est déjà vu. Ouais. Entendu, je devrais dire. Ça s'est déjà lu, même. J'ai même déjà lu cette erreur-là. J'ai trouvé que quelqu'un n'avait pas fait son travail au pupitre, mais c'est parce que Suzuki, dans 4 ans, ce sera. On pense que Demidov, Hudson vont être des plus grandes vedettes offensives. J'en parlais avec le Gasker, mais je pense pas que c'était pendant qu'on enregistrait. Mais tu parles de Suzuki, là. Et souviens-toi, la saison dernière, ça semble-t-il, ce qu'on nous a raconté la saison dernière, un des points tournants de la saison, c'est quand Suzuki est allé voir Kent Hughes pour lui dire là, on veut pas, il n'est pas question d'échanger les gars qui sont en fin de contrat. On est capable, il est allé représenter, il est allé en opposition avec ce qui semblait se dessiner. Écoute, c'est peut-être ça. Il n'est pas loin d'être le meilleur joueur de son équipe. C'est ça en ce moment. Mais... en tout cas, si on se fie au titre du livre de Sam Walker, Captain Class, en termes de classe, absolument. Suzuki, il est estimé. C'est un joueur qui a le respect des adversaires pour sa façon de se comporter, il a le respect des arbitres, puis il a assurément le respect de ses coéquipiers qui, même si il est devenu capitaine à un jeune âge, comme Landeskog d'ailleurs. Puis, mais des fois, par exemple, les lettres de noblesse d'un capitaine, et je ne parle pas seulement de la lettre C, mais les lettres de noblesse d'un capitaine, est-ce que tu vas juste les chercher par tes actions au jour le jour ou c'est évalué aussi en fonction de ce que tu auras gagné? T'sais. Alors, non, mais... il y a eu des bons capitaines dans des équipes moins bonnes, mais il demeure des grands capitaines qui n'ont rien gagné en fin de compte. Ouais. On s'attarde, on peut dire, lui, c'était tout un leader, mais l'histoire ne les retiendra pas. T'sais. Et quand tu disais, Martin, que c'est quelqu'un qui est capable d'affronter, de confronter l'entraîneur, confronter la direction, pour faire ça, n'importe qui peut faire ça, mais si tu n'as pas le respect de ton entraîneur, si tu n'as pas le respect de tes patrons, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Puis ça, visiblement, Suzuki, quand il est allé voir Kent Hughes, l'histoire nous dit que Kent Hughes, il a son respect. Mais on voit qu'il y a un ascendant sur l'équipe. Les gars qui passent l'été à Montréal pour s'entraîner ou qui sont... le nombre de fois qu'on se fait dire au cours d'une saison, ce groupe-là, c'est incroyable, tout le monde s'entend bien, il y a de la collaboration. Mais... Ils ont toujours dit... Des fois, ils disent tout le temps, mais c'est pas toujours aussi crédible. C'est ça, c'est ça. Non, Arbor, il continue à progresser. Puis son temps de glace, il est peut-être moins haut qu'il était. C'est la première, deuxième année, quand on avait 4 défenseurs recrues. Notre profondeur en avant de lui, il fait que c'est la chaise qui est dedans, là, présentement. Fait que c'est pas nécessairement qu'on n'aime pas son développement. C'est la chaise qui est présentement. Puis on continue à le coacher. Je sais que tout joueur en veut plus. Ils veulent de la quantité. Puis nous autres, les entraîneurs, mais on veut de la qualité. Fait que c'est de continuer avec la quantité qu'il y a, de nous donner de la qualité. Puis on sait qu'il est capable de jouer plus de minutes. Mais il y a des défenseurs en avant de lui présentement qui sont dans une plus grosse chaise. Alors, Martin Saint-Louis, sur la décision, ou enfin, il y a juste 6 places. Donc, à un moment donné, il faut que quelqu'un cède la sienne si on veut donner une chance à un petit jeune. Marc-Antoine... Puis habituellement, celui qui cède sa place, c'est celui qui est 6e dans la hiérarchie. Oui, exactement. Ouais. Puis c'est exactement la place où Jacky se trouve. Mais je veux tout ça parce que je veux qu'on parle un peu de Adam Engstrom. Tu sais c'est un petit échantillon là, dans le match de mercredi, mais n'empêche, Demidov, Hudson, il y a beaucoup de... Ça brille fort et dans tout cet éclat de lumière, il y a peut-être un jeune défenseur qui a un potentiel dont on... je ne dis pas qu'on avait sous-estimé, mais qui se développe. As-tu été surpris du rappel? Es-tu surpris qu'on le fasse jouer? Parce que tu n'étais pas là mardi. Mais non. Regarde, les absents ont toujours tort. Et là, il a joué. Et je suis curieux aussi de vous entendre là, sur ce que vous en avez pensé. Je ne suis pas surpris qu'il ait été rappelé. Je me suis rendu à Laval la semaine dernière pour discuter du rappel potentiel d'un joueur en vue du voyage que le Canadien traverse en ce moment. Parce que là, on arrivait à un point de la saison qui est quand même assez intéressant parce que jusqu'à maintenant, cette année, quand le Canadien est parti sur la route, il a fait appel à Mark Del Gaizo. Et Del Gaizo, lui, se faisait rappeler en sachant très bien qu'il ne jouerait pas puis qu'il était strictement là en tant que police d'assurance.
Mais là, avec les succès que connaît Adam Engstrom et peut-être la nécessité pour le Canadien d'un petit peu brasser les cartes, c'était un bon moment pour dire, OK, là, au lieu de simplement rappeler un gars qui va être juste là par mesure au cas, ben là, le 7e défenseur, donnons-lui la chance de jouer. Est-ce que j'étais surpris qu'il joue dès le premier match? Un petit peu. Un peu comme Alexandre Texier, tu peux te joindre à l'équipe, prendre quelques jours pour t'habituer, puis après ça, on va te jeter dans la mêlée. Engstrom a bien fait. Je pense que c'est un gars qui est plus populaire, ou du moins qui a meilleure presse au niveau des recruteurs un peu partout, les gens qui suivent les activités du Canadien et du Rocket, que pour le public qui... Tu sais, c'est pas encore un des espoirs du Canadien qui attire le plus l'attention, puis ça, c'est strictement le fait de son rang de repêchage. On a toujours plus d'attention et plus d'attente à la base envers les hauts choix au repêchage. Lui, c'est un choix de 3e tour, mais très habile sélection. C'est un gars qui patine comme le vent. En transition, c'est un excellent défenseur. C'est un gars qui a énormément de mobilité, qui apprend tôt dans sa carrière à faire ce que Mike Matheson fait graduellement là, depuis 1 an ou 2, c'est-à-dire d'utiliser sa mobilité à des fins défensives davantage. Alors là, il a intégré cette composante-là à son jeu. Il a appris à mieux défendre, à mieux gérer l'espace entre lui et le gap entre lui et puis l'attaquant qui s'amène en possession de la rondelle. Donc, tu sais, c'est de patiner vers l'avant en zone neutre, pas seulement en arrière, de reculer, mais d'aller fermer le jeu dans la portion défensive de la zone neutre, puis aussi du coin de la patinoire jusque devant le filet. Ça, c'est un ajustement. C'est un des plus gros ajustements pour les défenseurs européens. Quand il arrive des grandes glaces, c'est surtout en largeur que c'est plus problématique. Fait que gérer ton espace entre le coin de la patinoire puis le filet, ça demande un ajustement. Mais lui, il a fait cet ajustement-là. Mais c'est vraiment un défenseur à caractère offensif quand même. Puis ce que je trouve très intéressant pour la suite des choses, c'est que le Canadien en a déjà quelques-uns, des défenseurs à caractère offensif, des gars qui sont surtout là pour déplacer la rondelle. Alors là, pour l'instant, à court terme, on renchérit sur ce qui est déjà une force de cette brigade défensive-là en ajoutant un autre défenseur comme ça. Mais à terme, est-ce qu'on va juger qu'il y en a un de trop puis qu'il y en a un qui va devoir être déplacé, ou bien on va dire, ben non, c'est l'identité de notre brigade défensive, puis nous, on est peut-être un peu moins tough, mais la rondelle, elle va bouger beaucoup. Alors, j'ai hâte de voir comment ça va se décliner pour lui, mais écoute, il cognait à la porte. Fait que c'est pas surprenant. Si on s'était fié juste au rendement au camp d'entraînement, il aurait commencé la saison à Montréal. Engstrom, il a très bien joué. il est rendu là. Tu ne peux pas retenir un gars indéfiniment. Puis, Xhekaj, il a connu une très, très bonne période. Peut-être sa meilleure période depuis qu'il est à Montréal. Quand les blessures ont commencé, là, je regardais les taux de possession quand il était sur la patinoire contre Philadelphie, 60%, contre New Jersey, 61%, contre Utah, le match à Montréal, 65%, 68% contre Los Angeles, 68% contre Dallas. On s'entend, il y avait beaucoup de matchs à Montréal là-dedans, les confrontations étaient gérées. Puis là, ça s'est mis à descendre, puis ça a fini dans un match où le Canadien a quand même dominé contre les Maple Leafs de Toronto le week-end dernier, 21% contre les Maple Leafs. Oui, mais je trouve qu'à l'œil, je trouvais qu'il avait très bien joué Arber Xhekaj contre les Maple Leafs. Oui. Ben écoute, c'est juste mathématique, là, c'est juste les tentatives de tir de chaque côté. Moi, je trouvais pas qu'il jouait mal. Je pense que ça va peut-être aider Carrier d'avoir un gars avec lui qui fait bien circuler la rondelle. Puis Engstrom, je pense, c'est un défenseur de la Ligue nationale. Ouais. On verra ce que ça donnera. Puis il a très bien fait à son premier match. Il n'a pas joué beaucoup. Il a joué 10 minutes 46, un peu moins de 11 minutes. Mais c'était un match sur la route où on ne contrôlait pas tout à fait les confrontations. Puis il y a eu le meilleur taux de possession de l'équipe. Dans le match où le Canadien, sur les tentatives de tir, le pourcentage de tentatives de tir dans le match, c'est le match où le Canadien a été le plus dominé depuis le début de la saison en Utah. Ah ouais? Oui. 65,5% à 34,5%. Puis à l'œil, ça disait
Ben, la deuxième période le montrait. Ouais. Mais tu sais, il a bien fait. Fait que, comme organisation, à un moment donné, quand tu as des gars qui performent, il faut que tu leur trouves une place pour leur permettre. Puis là, il y a des blessures. C'est une séquence. Tu peux pas avoir meilleur test que ça. Tu as un voyage dans l'Ouest ultra exigeant contre des bonnes équipes. Le Mammouth, c'est une des meilleures équipes de la Ligue nationale en possession de rondelles. Fait qu'on va avoir une bonne idée. J'ai envie de faire un autre détour. C'est l'épisode des détours, plus philosophique. Mais Marc-Antoine, tu dis, est-ce que c'est des profils... Il y a beaucoup de ce profil-là. Ouais. Est-ce que c'est une... Mais disons, là, hypothétiquement, disons que c'est ça l'idée. C'est que nous notre équipe, on va avoir que 6 défenseurs là, sur la coche au niveau de la mobilité de la rondelle qui circule. Est-ce que c'est une bonne idée? Ben, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée en saison régulière. Je ne suis pas certain que ce soit une aussi bonne idée en séries éliminatoires. Je veux dire, veux pas le papier sablé, tu en as besoin. T'sais. Puis tu peux pas juste aller le chercher en attaque. Puis si tu es pour avoir 6 défenseurs dont la qualité principale, c'est de pouvoir déplacer la rondelle, mais tu as besoin d'avoir des attaquants qui sont suffisamment éveillés pour poursuivre ces jeux-là. Parce que sinon, il va y avoir des revirements qui vont être commis. Mais il y a une recherche, je pense, d'équilibre entre l'aspect offensif et l'aspect défensif. Puis la progression un peu plus tard dans sa carrière de Mike Matheson devrait, à mon sens, être un excellent exemple à suivre pour Adam Engstrom. Mais je pense pas qu'à terme, je pense pas que le Canadien va aller là. Je pense qu'il va chercher d'avoir aussi... se diversifier puis avoir des gars un peu plus robustes. Je ne sais pas si Struble et Jack Eyes vont s'avérer la solution à long terme, mais connaissant Jeff Gorton puis l'importance qu'il accorde à cette dimension-là du jeu, puis simplement de regarder qui gagne en séries éliminatoires, ça te prend du gabarit, ça te prend des... Ça y a coûté sa job à New York, ça y a coûté son emploi à New York, d'avoir une équipe qui se faisait malmener. J'imagine, j'espère qu'il accorde l'attention. Ouais. Mais alors... Tout ça imagé par Tom Wilson, c'était qui la poupée de chiffon? C'était Panarin, je pense. Ouais. Mais, non, ça va être, mais dans la période que le Canadien traverse en ce moment, avec les blessures en attaque et tout ça, d'avoir des défenseurs qui font bouger la rondelle puis qui se joignent à l'attaque, qui participent offensivement, c'est pas négligeable. Alors, Engstrom a réussi sa rentrée. Peut-être que c'est ça, c'est celle de Texier en ce moment, ou enfin, ça semble... Hein, là, on fait de la prémonition parce que le match est plus tard, mais c'est ce qu'on a cru comprendre, que ça se pouvait que Texier fasse ses débuts dans le match contre les Golden Knights. Surtout que Jared Davidson a joué seulement 5 minutes 23 face au Mammouth. Mais je continue de me demander, je ne remets pas en question les qualités de joueur de hockey d'Alexandre Texier. C'est un gars qui est très habile, puis il y a des vidéos qui ont rapidement circulé à son sujet. Mais en termes de ce qu'il a dans son coffre à outils, puis la façon dont les trios sont dessinés chez le Canadien, j'ai de la misère à voir exactement où il cadre dans l'échiquier du Canadien. Ouais. Puis moi, je n'haïssais pas ça, les 3e, 4e trios avec justement... là. On a utilisé ces exemples-là pour parler des difficultés que Joshua Roy avait peut-être à trouver sa place, alors que pour des gars qui ont le profil de Davidson puis de Florian, ça cadre bien avec des 3e et 4e trios. Si le Canadien est capable de ramener Texier dans le temps... moi, au centre du trio avec Laine. Mais je l'aimais beaucoup. À ses débuts à Columbus, je l'aimais beaucoup, mais c'est ça. Mais je pense qu'on s'en parlait au dernier balado. Quand tu regardes ces plus récents matchs, là, il était pas. Il n'y avait pas beaucoup d'impact dans les matchs. Mais bon, comme disait Gascon, c'est un quart. Oui. C'est un quart. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseau social. Question du public, question du public. Question du réseau social. Alors, on vous a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, parce qu'il y a beaucoup de bruit encore. Et là,
Oui, je vais faire acte de contrition. C'est peut-être la deuxième fois qu'on pose cette question. En ce très jeune début de saison. Ben, très jeune. Est-ce qu'on est encore... Oui. On est dans l'adolescence. Dans l'adolescence, c'est bon. Ça explique ses sauts d'humeur. On a demandé donc, parmi toutes les rumeurs que vous entendez, laquelle aimeriez-vous voir se concrétiser? Parce que, oui, il y a encore beaucoup de bruit, même si c'est pas, de façon générale, un temps de l'année où il y a beaucoup d'actions. Alors, des rumeurs, je parle concernant le Canadien, mais il y a beaucoup de gens qui ont parlé, tu sais, comme Rolando sur Facebook, la classique hivernale au parc Jean-Drapeau. C'est pas ça que j'avais en tête, mais pourquoi pas? D'ailleurs, ah oui, j'ai pas lu quelque chose. Ça se peut. Je pense que ça va... Parce qu'ils ont réaménagé une espèce d'amphithéâtre naturel là, au parc Jean-Drapeau, et je pense qu'ils sont capables de faire ce qui est nécessaire pour accueillir un match extérieur, enfin. OK. Beaucoup de noter l'emploi du conditionnel à outrance dans cet énoncé. Alors, Rolando, mais c'est une bonne rumeur, merci. Mais je m'attendais plus à quelque chose comme Zachary, toujours sur Facebook. O'Reilly à Montréal, ça buzz beaucoup. Quoi d'autre? Ah oui, Eric, d'une sagesse sur Facebook. Les meilleurs coups de Hughes ont été totalement imprévisibles. Aucune rumeur n'avait prédit l'arrivée de Bolduc ou de Carrier contre des joueurs dont on n'avait pas besoin. Ça, c'est quand même une bonne observation. Sinon, sur le Gram... Non, le Tube. Non, le Gram. Ah, puis, le Tube. La rumeur s'est essoufflée, mais Crosby à Montréal, oui, effectivement. Marc-André sur le Gram. Kyrou est un vrai top 6 talentueux qui cadre bien avec l'équipe. Hein, on l'a entendu, celle-là aussi. Puis, voilà, ça fait le tour. Mais c'est vrai qu'il se passe... Mais c'est vrai, ça que... Mais c'est vrai pour tout le monde. C'est rare, les rumeurs qui se concrétisent. Hein, en général. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu as des rumeurs qui partent à propos de certains joueurs à cause de leur situation au sein de leur équipe. Puis, ces situations-là, finalement, finissent par avoir leur dénouement tôt ou tard. Mais est-ce qu'il y a, à partir de la situation d'un seul joueur, il y a 1000 supputations qui vont partir. Il y en a une seule qui va être vraie à la fin de la journée. Exactement. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec toi en disant que c'est une période de l'année qui est tranquille. Ah ouais. Tu veux me confronter. Parce que les directeurs généraux qui sont en difficulté, c'est la période. Si tu veux sauver ton équipe, c'est là que ça se passe. Là, ouais. Puis les deux contre moi. Oui. Si tu veux descendre au classement... C'est le temps. Ben, c'est le temps. C'est parce que là, tu regardes, dans l'association Est, c'est hyper serré. Il n'y a personne qui est plus vraiment dans le coup, mais même si tu as des équipes qui sous-performent de façon phénoménale, tout le monde est encore un peu... Tout le monde vivote. Dans l'Ouest, par exemple, tu regardes Vancouver, Nashville, Saint-Louis. Je pense qu'éventuellement, Calgary va se faire une raison et va s'ajouter au groupe des équipes qui vont être vendeuses. Mais tu as des équipes qui, déjà, vont prendre les devants. Puis, à Vancouver, Jim Rutherford a toujours été le genre de directeur général, mais là, il est président des opérations hockey, qui veut agir rapidement, poser le premier geste de façon à ce qu'au lieu de se ramasser potentiellement avec les restants, ben lui, je vais faire le geste que je veux poser à un moment de l'année où finalement le portrait est encore vierge. Alors, tu sais, puis il y a eu des gestes qui ont été posés quand même assez tôt dans l'année par le passé, par cet homme-là. Je pense que la tendance va se poursuivre. Je ne serais pas surpris qu'ils se mettent à échanger des vétérans il a déjà annoncé. Avant longtemps. Il a dit... Il a envoyé son message aux autres équipes. Tout le monde est disponible, sauf Quinn Hughes. C'est ça qu'il a dit, à peu près? Ben, je sais. En fait, il n'a pas donné de nom. Je ne sais pas si Quinn Hughes... fait partie des... Mais je pense que c'est surtout que les rares bons jeunes qu'ils ont, ils vont les garder. Mais ils ont beaucoup de vétérans en fin de contrat. Mais tu as aussi des vétérans qui viennent de signer. Tu as des vétérans qui ont des clauses en échange. Ce ne sera pas facile pour les Canucks de sortir du pétrin, mais mon point est de dire qu'à ce temps-ci de l'année, puis ça, c'est quelque chose que le Canadien avait identifié, qu'il allait y avoir une première fenêtre de transaction possible qui allait s'ouvrir exactement à ce temps-ci de l'année. Au moment où les premières équipes font ben OK. Là, c'est donc bien excitant. Ah oui. Fait que c'est... Je savais pas là, qu'on était dans la fenêtre. Là, puis regarde, Kent Hughes, l'année dernière, tu viens de mentionner le nom d'Alexandre Carrier, c'est quoi, 15-16 décembre, la saison dernière?
c'est une période de l'année où ça peut commencer à bouger. Puis je me pose la question à savoir si cette année, là, on revient, les Jeux olympiques, ça fait longtemps que ça n'a pas été une donne dans le calendrier de la Ligue nationale, mais la date limite des transactions survient une semaine après la fin des Jeux. Fait que dans quelle mesure tout le momentum, la préparation, puis le fait qu'il y a des équipes qui attendent jusqu'à la fin pour se faire une idée, puis va-tu être vendeur ou non? Il doit y avoir une trêve pendant les Jeux aussi, des transactions. C'est une bonne question, je ne sais pas. Il me semble habituellement, il y a une trêve. Fait que... C'est ça l'idée des Jeux olympiques, c'est qu'il y a une trêve. Mais tu sais, c'est parce que... en général. Oui. C'est qu'une fois que l'action va avoir repris, là, les équipes n'auront pas beaucoup de temps pour dire, OK, on est-tu vendeur, on est-tu acheteur, dans quelle mesure on est acheteur. Alors là, cette roche dans le soulier-là du calendrier, est-ce que ça pourrait inciter des équipes à dire, nous, notre move, on va le faire avant? Alors, c'est ça. Je ne serais pas prête à dire, Alex, là, que c'est une période tranquille où il ne se passe rien. Ouais. À mon sens, il va y avoir de l'activité, peut-être pas nécessairement à Montréal, mais à l'échelle de la Ligue nationale avant Noël. Je m'y attends. Oui. J'étais plus comme il y a 2 semaines, mettons. Il y a 2 semaines, généralement. Début novembre, c'était plus tranquille. Vancouver est 32e en défense. Là, ça s'en va nulle part. Calgary est 32e en attaque. Ils sont pas capables de teindre un éléphant dans un corridor. Là. Ils vont probablement... Un mammouth. ils vont probablement, à un moment donné, passer à l'acte. Mais il y a des équipes qui vont encore s'accrocher. J'imagine que dans un marché explosif comme Toronto, où ils ont leur pire début de saison, pas l'affiche, mais défensivement, ils ont leur pire début de saison depuis 35 ans. Il y a peut-être un directeur général qui va vouloir... qui flaire l'odeur... l'odeur du sauvetage de sa vie. Puis le président de Maple Leaf Sports and Entertainment est assez sanguin. Là. Fait que, eux vont peut-être vouloir absolument s'améliorer, mais c'est ça. Si tu veux sauver ton équipe, c'est tellement difficile de remonter la pente. Ouais. C'est là que ça se passe, sinon tu ne remonteras pas. Est-ce que ça veut dire qu'il y a peut-être un épisode... comment on les appelait, là, un épisode réactif de tellement hockey dans un avenir. Les gars... Là, on n'a peut-être pas besoin d'un réactif. On pourrait peut-être faire quelque chose qui serait... En direct? En direct. Oui. Attends, dis-le pas tout de suite. Là, juste savourer le moment. OK, vas-y. Il semblerait que le Canadien ait mis sous contrat Mike Matheson. Ah! Oh! Bon. Donc, c'est ça. Bon, pendant que tu lis ça, là, Martin et moi, on va épiloguer sur le buffet du temps des fêtes. Non, mais ça doit être un gros rabais, encore une fois. Ben oui, c'est le vendredi fou, Martin. Combien il va payer Mike pour jouer à Montréal? C'est ça. Mais il n'y a pas... Écoute, c'est en développement. C'est en développement, ça devrait se régler dans les prochaines minutes. Là. Je pensais finir bientôt, mais on va faire ce qu'on fait jamais. On va étirer. Nous? Étirer? On fait jamais ça. On fait une émission spéciale jusqu'à 17h. Restez là, c'est ça, 7h. On n'a pas beaucoup parlé de... On n'est pas revenu sur Samuel Blais comme on est supposé le faire. Juste finir la parenthèse sur la fenêtre puis les classements. Est-ce que... on en a parlé un peu mardi de cette fameuse... ce fameux portrait de la Thanksgiving. Mais cette année, avec la façon dont c'est dans un pain dans l'association de l'Est, il me semble que ce ne sera pas une Thanksgiving comme les autres. Parce qu'on c'est jamais serré de même. Tu penses qu'il n'y aura pas 75 ou 80 des équipes qualifiées qui vont l'être encore? Peut-être qu'au final, ce sera ça, mais disons qu'il y a du potentiel à ce qu'on ait une exception. Oui. Mais il y a quand même des tendances lourdes. Tu sais, défensivement, quand tu n'es pas dans le portrait, habituellement, après un quart de la saison, c'est rare que tu vas devenir performant défensivement pour le reste de la saison, là, à moins d'un joueur clé qui manque, ton gardien n'est pas là ou je sais pas quoi. Fait que ces tendances lourdes-là font en sorte que, même si les Maple Leafs sont dans le coup encore, s'ils continuent à accorder des buts comme ça, ils ne seront pas à la fin. Il y a plus Mitch Marner n'est pas là. Ils ont toutes sortes de problèmes. Puis, Vancouver, je pense pas qu'ils vont se remettre dans le portrait, etc. Mais tu as raison, c'est extrêmement serré dans l'Est. Il va peut-être y avoir plus de mouvement qu'on l'a vu au cours des dernières années. On verra.
Salut les garçons, j'espère que vous vous ennuyez pas trop de moi. Vous voyez, je suis pas à plaindre. On est à la recherche de Carter Hart ici à Las Vegas. On s'en farce. Il paraît que poser des questions sur le gardien qui devrait revenir la semaine prochaine, ça fait pas l'affaire de tout le monde dans l'équipe, dans la direction, qui n'a toujours pas parlé. Mais on est là pour ça, mettre notre nez où les autres ne le font pas, fouiner. Puis j'imagine que vous allez en parler là. Je sais pas. C'est une carte postale du bon Gasker qui est à Vegas. Il connaît bonne place. On a... parce que bon, c'est ça, il est allé s'enquérir un peu du climat, le climat pré-retour de Carter Hart. On avait parlé tu nous avais parlé, Martin, de cette histoire de... C'est Mark Lazarus. Ouais. Il n'y a jamais eu de suite à ça, finalement. Parce que, bon, pour résumer, Lazarus avait posé quelques questions là-dessus quand c'était encore à l'état de rumeur. Puis il s'était fait dire, toi, dehors. Hein? C'était fait ôter son accréditation pour le match du soir. Comme dans une république soviétique là, des années 70. Non, mais c'est pas quand même, il faut le faire. C'est quelque Puis chose. il n'y a pas eu de plainte, il n'y a pas eu d'excuses, il n'y a pas à notre connaissance. J'ai demandé aux responsables du chapitre montréalais de l'Association des chroniqueurs de hockey, comment vous l'appelez, La poids? La poids, moi, c'est ça. PHWA, Professional Hockey Writer Association. C'est ça. La poids. Il ne savait pas s'il y a des démarches qui avaient été faites de ce côté-là, mais il me semble que l'existence de ce genre d'association-là. C'est pour ça. C'est exactement pour ce genre de cas-là. Puis j'ai lu le papier d'Alex, là, il disait qu'il s'était fait suivre de près par les responsables des communications quand il posait des questions à ce sujet-là. Mais écoute, les Golden Knights vont devoir s'habituer. Là, puis, à un moment donné, je ne sais pas jusqu'à quel point ce genre d'histoire-là peut perdurer. Là, c'est ça. Carter Hart il a été accusé. Ça a été un procès très médiatisé. La juge a rendu une décision qui exonérait les accusés. Fait que, quel il reste ça. Quel millage tu peux faire. Il reste ce bout-là. Puis, comme tu dis, le temps va finir par... Mais c'est ça, j'allais dire, soyez rassurés, Alex n'a pas été expulsé. C'est le vendredi fou, mais on ne sait pas encore là, c'est quoi le rabais sur Mike Matheson. Il va y avoir un déroulement dans la journée. Oui, c'est ça. On verra bien. Et je suis pas sûr que ce soit candidat à un épisode réactif. On en parlera mardi. Ah oui. Il reste. Après, dans le fond, c'est juste la continuité. Oui. J'ai hâte de voir combien il va débourser pour jouer. Je sens une pointe d'ironie, là. Ça revient à au fait que ça titille les joueurs qui signent à rabais et qui veulent en laisser pour les autres, là. Ouais. C'est un peu contre-intuitif quand tu y penses. Moins d'argent? Ah. D'accord. Ma blonde dit souvent que je répète une blague tant qu'on ne l'a pas ri. Je vais la répéter tant qu'on ne l'a pas ri. Mike Matheson qui signe le Vendredi fou, pendant le Vendredi fou. Martin, rit! Ben oui. Ça se prête bien au rabais. Hein? C'est correct, ça? Non. Alors, j'y reviens mardi. Hey, je peux pas croire qu'il a signé... Bon, OK. Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Tu nous feras ça des petites cartes postales quand tu es en déplacement. Oui. C'est bon. N'importe quoi. Là. Je suis là. Il fait beau. Des petites vidéos verticales pour nos réseaux sociaux. Ils aiment ça. Merci infiniment de ta participation à cet épisode. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment à toi aussi. Messieurs, je vous souhaite un magnifique week-end de l'Action de grâce. Oui, merci. De nos voisins. Pas de... Non, c'est ça, nous autres, on fait. On fait pas ça. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement Hockey. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Regarde pas la télé demain, là, en après-midi, là, parce que tu vas... C'est trauma possible en vue. Et pour les autres, appréciez le spectacle, amusez-vous bien. Je m'appelle Alexandre Coupal. Une bonne Thanksgiving et on se retrouve mardi. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.